tous, aujourd'hui nous recevons Anne, Christiane et Jacques. Nos trois invités pratiquent le spiritisme. Anne fait de l'écriture automatique, Christiane et Jacques font de la transcommunication. Nos invités d'aujourd'hui communiquent avec leurs proches disparus et c'est leur choix. Et nous verrons que dans ce domaine, il existe de nombreuses arnaques dont il faut se méfier. Mais je vous demande tout d'abord d'applaudir très chaleureusement nos premiers invités, Anne, Christiane et Jacques. Problème. Tant pis. Messieurs, dames, bonjour. 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 Pourquoi est-ce que vous ressentez le besoin de communiquer avec les morts? C'est pas venu comme ça. Et puis je voudrais bien aussi dire une première chose qui me paraît très importante. Communiquer avec l'au-delà, et pas forcément qu'avec les morts. C'est pas du tout du domaine des farcis attrapes. C'est un domaine hyper sérieux. Je sais que vous avez un public ici très jeune qui adore s'occuper de vrai spiritisme, de tables qui tournent, de petits vers qui se baladent sur de l'eau. Et ça, il faut qu'ils sachent que c'est hyper dangereux s'il n'y a pas de protection. Donc ça, c'est la première des choses que je voulais dire. C'est un monde merveilleusement organisé, mais tout ce que je vous sors là aujourd'hui, qui vous donne l'impression que je fais ça comme si j'allais acheter mes poireaux au marché, c'est quelque chose, c'est une expérience très personnelle et que j'ai commencé à vivre il y a 9 ans, donc ce n'est pas tout nouveau. Et vous, Christiane, Jacques, pourquoi est-ce que vous avez ressenti ce besoin de communiquer avec l'au-delà? Ce besoin parce que d'abord, nous avons vécu un drame puisque nous avons perdu notre fils il y a bientôt 10 ans. Mais ce n'est pas seulement à ce moment-là, nous avions déjà des certitudes de la vie qui continuait dans l'au-delà. Et après le décès de notre fils, bien sûr, on a voulu le faire d'une façon encore plus intensive. Et qu'est-ce que ça vous apporte, ce choix de pratiquer le spiritisme? Moi, j'aime pas bien ce mot de spiritisme, si vous me permettez. Non pas que j'ai quelque chose de particulier contre le spiritisme, mais pour moi, le spiritisme, c'est souvent d'abord communiquer avec les esprits, oui, mais communiquer avec les morts. Et moi, je n'ai jamais eu la sensation de communiquer avec des morts. Vous communiquez avec qui alors? Avec des vivants. Avec votre fils? Pas en particulier, mais avec d'autres aussi. Mais votre fils est décédé. Absolument, mais décédé sur ce plan terrestre. Mais je ne crois pas à l'interruption de la vie. Je crois à la pérennité de la vie, donc une vie qui change d'aspect, d'état. Donc vous pensez qu'il est vivant dans l'au-delà? Absolument. On change de plan, c'est tout. Il y a juste un véhicule qui s'appelle un corps et que l'âme va quitter au moment où elle s'en va. Mais ils sont là autour de nous et on peut vivre avec eux et on peut avoir des preuves extraordinaires. Mais j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut se protéger. La base astrale est là aussi. Que vous dit votre fils, Christiane? Eh bien, depuis que nous avons commencé à communiquer avec lui à travers ce voile qui sépare ces deux mondes, le monde visible et le monde invisible, mais qui s'interpénètrent, ces deux mondes, les messages ont beaucoup changé. Au début, c'était des messages encore, si je puis dire, très proches de nous, c'est-à-dire ne pleure pas, reste belle, reste coquette, maman je t'aime, ne change pas. Et après, il y a une évolution qui se fait dans les messages, c'est-à-dire qu'on a vraiment, en tout cas, la certitude qu'eux évoluent dans cette autre vie. Les messages se font beaucoup plus spirituels, si on peut dire. Alors Anne, vous avez 53 ans, oui. Vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants, oui. Vous êtes directrice générale adjointe d'une société de production, oui. Vous communiquez aujourd'hui avec votre père et votre ex-mari, et d'autres. Qui sont décédés, et d'autres, vous nous direz tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a poussé la première fois à aller voir un médium? Alors moi, je voulais surtout pas y aller, parce que j'avais une peur épouvantable des charlatans, donc il n'était pas question que j'y aille. Et puis, il y a quelques années, il s'est produit que ma sœur, qui était plus sensible que moi à ce genre de choses, m'a téléphoné en me disant, ça je m'en souviendrai toujours, écoute, tu vas rire, mais j'ai l'impression que papa est à côté de moi et veut me parler. Et ça, beaucoup de gens ressentent la présence de quelqu'un. Alors on se dit, c'est de l'imagination, ce n'est pas possible, même dans les rêves. Bon, à ce moment précis, quand ma sœur m'a dit ça, écoutez, c'était affreux, j'ai éclaté de rire. J'étais au téléphone, je lui ai dit, oui d'accord, bon alors t'as pas le numéro de téléphone, on peut pas appeler. Bon maintenant je me dis que c'est stupide ce que j'ai dit, mais à l'époque c'était ma réaction. Et puis elle m'a dit, non mais tu peux pas savoir, il est présent,
présent, il veut me dire quelque chose et c'est affreux, mais comment je peux savoir? Ça a duré 3 mois. 3 mois où chaque jour, il y avait une présence très précise, lancinante. Vous la sentiez, cette présence? Moi, pas du tout. C'était votre Moi, sœur. alors j'étais aussi, écoutez, alors vraiment aussi médium que la carpette, là, vraiment rien. Donc vous êtes allé finalement voir un médium? Ma sœur a rencontré un médium par quelqu'un qui avait fait l'expérience et bien sûr, sa curiosité a fait que après 12 ans de la mort de mon père, elle a accepté d'y aller une première fois. Et alors, comment ça s'est passé? Vous avez... Alors moi, j'y suis pas allée parce que Oui. j'étais vraiment sous la défensive. Donc votre sœur y est allée, elle vous a ensuite convaincu grâce à ça? Elle m'a convaincue de venir. Donc elle m'a dit, vous y êtes allée? J'y suis allée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et là, cette dame, qui était une médium, a pris en écriture automatique, en coinçant un stylo entre les 2 doigts, en perpendiculaire, j'insiste bien. Bon, elle a prié d'abord, parce qu'elle, elle sait ce qui se passe si on ne prie pas avant. Et ensuite, le crayon est parti et j'ai eu 8 pages de messages venant de mon père. Venant, je ne le pensais pas à l'époque, de mon père. Pendant 2 ou 3 ans, j'ai vu cette femme. Attendez, qu'est-ce qu'il y avait écrit sur ces pages? Comment vous avez eu la certitude que c'était votre père qui vous parlait à travers cette écriture? Écoutez, je n'ai pas eu la certitude ce jour-là. J'ai trouvé qu'il y avait des choses véritablement extrêmement troublantes. C'est-à-dire? Il y a eu 2 choses très troublantes. Une première chose, que je raconte d'ailleurs dans le livre qui m'a permis de témoigner, mon père dit « Merci d'avoir su conserver ma bague ». Et moi, en effet, à la mort de mon père, la seule chose que j'ai demandé à ma mère, c'était cette chevalière, que je n'ai pas quittée depuis sa mort. Une chevalière, ce n'est pas une bague. Un homme n'appelle pas ça une bague. Bon, alors, sur le coup, je lui dis « Non, 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 ce n'est pas une bague, c'est une chevalière ». Elle me dit « Non, j'entends bague, j'écris bague ». Quelques mois plus tard, quand on en a parlé à ma mère, elle a fondu en larmes et elle m'a dit « Ça ne peut être que papa ». Bon, moi, ce n'est pas suffisant comme preuve, hein, mais déjà, c'était très troublant. Et pourquoi ça peut être que votre père? Et pourquoi ça peut être que papa? Or, mon père était alsacien. Quand il prononçait le mot chevalière, avec un tel accent, elle riait et elle lui disait « Oh non, écoute, trouve un autre mot, c'est trop drôle ». Donc, il lui a dit « Ma bague ». Il l'a posée sur la table de nuit le soir et il lui disait « N'oublie pas de me rappeler ma bague demain matin ». Et donc, c'était devenu un jeu, un code d'amoureux entre eux, que nous, les enfants, n'avions jamais entendu, que nous ignorions complètement. Ça n'a pas été une preuve définitive. Et ça a été une petite chose. Le deuxième signe? Oui, comme un signe. Un clin d'œil, si vous voulez. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous a dit, notre maison, souvenez-vous de notre maison, il s'y passe des choses terribles, des gens s'y battent, et ça nous fait très mal de sentir tant de douleur là où il y a eu tant d'amour. La maison, on l'avait vendue depuis 8 ans, depuis 10 ans qu'il était mort. Le lendemain, j'ai donc appelé mon ami qui était notaire dans la région et je lui ai dit, écoute, il vendrait la maison de mes parents. Ah, il me dit, tu veux la racheter? Eh bien, ça tombe bien, parce que le couple est en train de divorcer, ils se battent, mais tu ne peux pas savoir à quel point. C'est vraiment épouvantable. Bon, c'est 2 petites choses. J'ai mis 3 ans à y croire. Hein. Mais bon, puisque vous me demandez un détail concret, je vous le donne. Bonjour Christiane, bonjour Anne, bonjour Jacques, je suis Olivier. Et je voudrais savoir combien y a-t-il combien y a-t-il de manières de pratiquer le spiritisme et pouvez-vous me dire lesquelles? La liste risque d'être longue. Oui, mais parce que je pratique moi-même le spiritisme. Oui. Mais vous pratiquez quoi? Surtout le verre et puis les lettres sur une table. J'espère que vous vous protégez avant. Hein. Pourquoi? C'est protéger, c'est quoi? Parce qu'il existe de l'autre côté des âmes qui ne sont jamais montées vers la lumière et qui sont restées extrêmement matérielles. Donc ces âmes, elles n'ont qu'une idée en tête, très souvent, réintégrer un corps humain pour pouvoir revivre dans un corps humain. C'est très dangereux. Donc il faut vraiment se protéger par la prière. Donc vous pensez que notre ami pourrait S'il se protège risquer pas, il peut sa lui vie? arriver. S'il ne se protège pas, il peut lui arriver des choses qui arrivent à beaucoup de gens et dont on a des preuves. Les exorcistes ne sont pas là pour rien. Alors, je voudrais qu'on reprenne le fil de votre histoire. Quand est-ce que vous avez été vraiment convaincu que vous pouviez, vous, communiquer avec l'au-delà, notamment votre père et votre ex-mari? Ça a été longtemps après. D'abord, j'ai mis 2-3 ans à poser des pièges à cette médium constamment parce que je me demandais justement où était l'arnaque. Bon, après... Elle vous faisait payer 200 francs. Et ça a duré Ces 200 francs correspondaient à peu près à la fin du mois à ce qu'elle gagnait comme caissière de prise unique avant. Hein. Elle n'était pas riche du tout, elle ne l'a jamais été. Donc malgré votre scepticisme, vous avez continué à la voir? Oui, parce qu'il y avait des choses quand même très troublantes. Troublantes. Oui. Quel est vraiment le moment
qui vous a convaincu le plus? Ça a été 2-3 ans plus tard, à un moment donné, où je suis pour la première fois rentrée en contact à travers elle avec mon ex-mari. J'étais pas seulement... on était divorcés, on s'était quittés dans les plus mauvais termes. Ça, je dois dire que vraiment, moi, je le haïssais quand il est mort, hein, parce que la vie avait été très dure avec lui. Et quand j'ai senti, 3 ans après, sa présence exactement de la même manière que ma sœur me décrivait sentir cette présence, j'ai dit, ah non, alors celui-là, sûrement pas. Mais vous sentiez une présence où? Comment? C'était quoi? Eh bien, demandez aux gens qui ont perdu quelqu'un et qui ont l'impression qu'il y a quelqu'un à côté d'eux. Vous ne pensez pas qu'on pense tellement à eux, qu'on a l'impression qu'ils sont là? C'est ce qu'on se dit. Moi, je ne pensais pas du tout à lui. J'en voulais pas, moi. J'en voulais surtout pas. Et j'avais vraiment aucune tendresse, vous voyez ce que je veux dire? Et il était là. Et alors, en plus, avec des preuves vraiment à lui, enfin des preuves, des signes. J'avais déchiré toutes ses photos. Vous voyez comme on était sympathiquement ensemble. J'avais déchiré toutes ses photos et c'est ce soir-là où j'ai senti sa présence très forte. J'ouvre un tiroir en rentrant à la maison, je rentrais du travail tard, j'ouvre un tiroir, une photo tombe, une photo à lui. Je dis mais qu'est-ce que ça peut faire là? Tout était déchiré depuis 5 ans. Bon, j'ouvre la télévision, il adorait Fernand Reynaud à l'époque, il travaillait dans un laboratoire, il écoutait toujours ça. J'ouvre la télévision, rétrospective de Fernand Reynaud. Bon, c'est pas très grave, c'est un signe de plus. Ça a duré comme ça pendant 3 jours. À la fin, je me suis dit, bon, d'accord, j'y vais. Et quand j'y suis allée, la médium était persuadée que mon mari, sachant que mon père communiquait avec moi et qu'on s'était tellement aimés, et elle était persuadée d'un espèce de soap-opéra amoureux. Alors je me suis dit, alors si c'est une tricheuse, dans son écriture automatique, elle va me raconter une vie, vous savez, c'est Scarlett O'Hara, quoi. C'était merveilleux. Quand elle s'est mise à écrire, ça a été juste l'inverse. Et ça a été 10 pages, 12 pages, non seulement de demande de pardon, mais de description de la vie que nous avions vécue ensemble, de phrases entières qu'on se disait dans la chambre, pas des phrases très aimables d'ailleurs, au-delà de tout le monde. Et à la fin, un truc terrible, il m'a dit, vous ne savez pas le mal que vous faites de nous envoyer des pensées de haine quand nous sommes de l'autre côté. Nous ne pouvons plus monter vers la lumière, vous nous freinez, vous nous empêchez de monter. Si tu ne me pardonnes pas, je resterai, je me rappelle de sa phrase, dans cet endroit de grise solitude. Je peux vous dire, j'ai pardonné tout de suite. Et à partir de ce moment-là, les phrases que j'ai eues, elle ne pouvait pas les inventer. Et il vous a laissé en paix après? Oh non, on a beaucoup travaillé ensemble et on est très copains maintenant. Bonjour, je m'appelle Fabrice. Bonjour. Vous avez insisté sur le fait de se protéger. Oui. Il y a des risques, oui. Et si oui, quels sont-ils? Alors il faut bien penser, enfin peut-être vous voulez répondre également. Et il faut bien penser que de l'autre côté, quand l'âme a quitté le corps, toutes les âmes ne sont pas au même niveau. Certaines ont vécu toute une vie très spirituelle, d'autres se sont posé des questions, et d'autres s'en sont fichues complètement en vivant dans un matérialisme quelquefois très noir. Ces âmes-là ne changent pas quand elles n'ont plus de corps. Elles sont toujours dans un matérialisme très noir, avec un besoin de retrouver les outils que donne un corps. Et vous êtes un corps pour elles. Donc c'est ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, le fait de revenir dans un corps. Mais qu'est-ce qui se passe quand on revient dans un corps terrestre? On influence ce corps, on prend sa personnalité. Et comment vous pouvez être aussi persuadé de ce que vous avancez? Parce que je l'ai vu quand même. Comment ça, vous l'avez vu? Vous avez vu un esprit redescendre dans un corps? Bien sûr que non. Mais les esprits peuvent parler aussi quand ils sont dans un corps humain. Et vous demanderez à des exorcistes qui sont des professionnels autres que moi ce qui se passe quand une personne est habitée par quelqu'un. Alors Christiane et Jacques, vous avez 63 et 68 ans. Oui. Vous avez 3 enfants, dont un qui est donc décédé. Comment est-ce que vous communiquez avec lui? Alors nous avons, si je peux dire, choisi la transcommunication instrumentale. Qu'est-ce que c'est? Alors la transcommunication instrumentale, ça se pratique à l'aide d'un magnétophone et d'une cassette que l'on place dans ce magnétophone. Et on essaye d'obtenir un contact à ce moment-là. La transcommunication, ce n'est pas si facile que ce qu'on le croit. Parce que les contacts ne se font pas simplement d'une façon désinvolte en disant « je vais brancher une cassette et je vais obtenir la personne que je veux obtenir ». C'est pas vrai. À mon avis, je vous rejoins un petit peu, il faut pratiquer quelque chose avant, c'est-à-dire se mettre dans un état de communion, si on peut dire, et même je dirais que c'est même plus de la transcommunication, c'est de la transcommunion à ce moment-là.
Et bon, je connais par exemple des personnes qui pratiquent cela en branchant leur cassette et en allant faire des courses. Jamais je ne ferai ça, parce que lorsque je donne un rendez-vous d'amour à mon fils, à notre fils, eh bien, je crois qu'il faut que je reste là. Donc, ce qu'on fait, si vous voulez, attendez, sur parce le que plan... bon, vous pouvez vous imaginer à quel point ça peut être curieux pour les gens qui ne pratiquent pas bien sûr. la communication avec l'au-delà. Comment est-ce que vous faites justement? Vous dites, je ne vais pas faire mes courses, mais je communique avec mon fils. Oui. Comment ça se passe? Vous lui donnez rendez-vous, vous branchez votre magnétophone et vous avez eu des messages de lui? Il vous a parlé à travers ses cassettes? Oui, souvent, très souvent. Alors, vous nous avez justement apporté une de Oui. ces cassettes. Hein, dans laquelle Oui, je suis désolée d'ailleurs parce que j'ai juste quelques mots sur cette cassette, mais je ne pensais pas du tout qu'elle allait passer comme ça. Sinon, j'ai beaucoup de cassettes, oui, mais très... Oui, il est beaucoup plus loquace, c'est ça? Oui, alors, on va beaucoup... peut-être écouter cette cassette si notre réalisateur peut nous... Est-ce qu'on peut le réécouter une fois? Il y a des échos à la fin. Donc là, c'est votre fils vous dit qu'il est heureux, c'est ça? Voilà, absolument. Mais il y a un écho après, ce qui est un peu gênant. Mais c'est la voix de votre fils? Oui, mais c'est la voix. Pour moi, c'est sa voix de l'au-delà, c'est évident. La première fois qu'il a parlé, il a dit « je t'aime ». Là, c'était vraiment sa voix. Mais autrement, ils arrivent difficilement à nous redonner le son de leur voix terrestre. Mais après, lorsqu'on est en contact avec eux, alors on connaît leur voix de l'au-delà comme on connaissait leur voix lorsqu'ils étaient sur cette terre. Si bien que quelquefois, il y a plusieurs voix sur une cassette et je suis tout à fait capable de savoir laquelle est la sienne. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie. Mais toutefois, j'ai un petit problème parce que notre journaliste Evelyne doit avoir un sacré don de télépathie parce qu'elle a posé un peu les questions que je voulais poser. Oui. Comment trouvez-vous l'authenticité de votre fils, que c'est vraiment votre fils? Il se passe quelque chose lorsqu'on est dans cet état de douleur, par exemple, quand on a perdu son enfant. Je crois qu'il s'ouvre quelque chose en nous, nous ignorons avant. C'est une dimension de nous qui s'ouvre, se trouve vraiment cet amour qui dépasse toute compréhension humaine. Et dans cette ouverture-là peut se trouver le secret de et la réponse à votre question. C'est inexplicable. Vous êtes convaincu? On sait, voilà. Mais n'est-il pas dit qu'il faut laisser les morts où ils sont? Moi, j'ai dit tout à l'heure et je le redis, je ne pense pas parler avec des morts. Voilà. Vous avez... Je pense parler avec des êtres qui ont changé de plan seulement. Voilà. Anne, on ne communique pas avec les morts? Non, ils ne sont pas morts. Et puis ce qui est curieux aussi, ce qui est très curieux, c'est qu'au début, on croit qu'une fois que l'âme est passée de l'autre côté, elle est au courant de tout. Oui, mais pas du tout. Pourquoi ils ne nous voient pas? Non, Bien mais sûr, ils ne sont pas omniscients. Ils ne sont pas du tout, mais pas du tout. Ils ne sont pas au même niveau. Ce sont des entités vibratoires qui existent, mais qui ne sont pas au même niveau. Je voudrais comprendre comment ces personnes défuntes peuvent communiquer avec nous qui sommes ici. C'est vibratoire, vous savez, uniquement. En fait, si on se met bien dans la tête que nous ne sommes que des vibrations, ça les scientifiques le savent et l'ont prouvé. Hein, ce n'est pas nous qui l'inventons. Nous sommes tous des vibrations. À partir du moment où la vibration d'un être désincarné, je ne dis pas défunt, désincarné, peut contacter la vibration d'un être encore incarné, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas se parler. C'est vraiment scientifique. Notre prochain invité ne croit pas du tout au spiritisme. C'est le président fondateur du Cercle Zététique et je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Paul-Éric Blanc-Ruc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et Absolument. auteur d'un livre sur le Saint-Suaire de Turin Tout qui à fait. s'intitule Miracle ou imposture aux Exactement. éditions Goliath. D'abord, juste un mot, qu'est-ce que c'est que le cercle zététique? Zététique, ça vient du grec zéten, qui veut dire chercher. Alors nous, on essaie de chercher par des moyens objectifs. Zéten, c'est la méthode scientifique, si vous voulez. Donc là, j'ai entendu qu'on était un petit peu dans le subjectif. Madame disait, on sait, ou je pense, ou bon, nous, on essaie d'objectiver la chose, de faire de la science positive. Alors, vous avez entendu Anne qui disait tout à l'heure qu'elle communiquait par des vibrations et que c'était prouvé scientifiquement, c'est ce que vous avez dit? Ah ben, les vibrations existent et nous sommes des vibrations. Alors, est-ce que vous, en tant qu'historien et et président de ce cercle zététique, vous pensez qu'elle a raison? Est-ce que c'est prouvé? Non, mais c'est-à-dire que Parce qu'on a envie de les croire, on entend le fils de Jacques et Christiane qui dit heureux.
Qu'est-ce qu'un être immatériel? Qu'est-ce qu'un être immatériel et comment pénétrer l'immatérialité, nous qui sommes des êtres de matière? Alors j'ai entendu madame qui disait on sait, j'ai entendu madame également qui se perdait dans les sphères, le 7e plan astral, etc. Si, moi il me semblait, si vous voulez que vous perdiez un petit peu dans le monde immatériel, moi je me demande comment vous savez tout ça? Qui vous l'a appris? Vous le savez d'où? Quelles sont les preuves? C'est-à-dire que nous, on essaie de rechercher les preuves de manière objective. La cassette, c'est pas une preuve pour vous? Vous êtes des pratiquants et des croyants. Nous, si vous voulez, on est plutôt pratiquants sans être croyants. Paul-Éric, la cassette que vous avez entendue, c'est pas une preuve? C'est une preuve de quoi? Je sais pas, je vous le demande. Une preuve, moi je veux bien, oui, c'est une preuve. C'est une preuve qu'il y a une cassette. Bon, avec une bande magnétique, ça, il n'y a pas de doute. Bon, et nous avons une photo aussi de votre fils. Vous avez pris une photo en Italie, je crois, qui représente, selon vous, votre fils. Je pense qu'on va voir cette photo. Dans quelques instants. Expliquez-nous un petit peu dans quelles conditions vous avez pris cette photo. Voilà, et ça c'est votre fils. Alors vous voyez, le problème c'est qu'on est quand même dans le subjectif là. Voilà. Attendez, je voudrais que Jacques et Christiane disent un petit peu ce qu'il y a sur cette photo et comment ça s'est passé. Nous sommes allés en Italie, à San Damiano, qui est un petit pays où il y a eu des apparitions de la Vierge, près de Piacenza, Plaisance en français. Et là où, paraît-il, les gens font des photographies de phénomènes paranormaux. Donc, quand nous sommes allés, je voyais tous les gens qui photographiaient le ciel, j'ai fait de même. J'ai photographié le soleil en faisant bien attention qu'il n'y avait rien d'autre dans le ciel. Et cette photo, elle a donné ce que peut-être personne ne voit, mais nous y voyons quelque chose. Mais vous y voyez quoi? Une figure, un visage qui ressemble à notre fils, à une photo que nous avons de notre fils. C'est-à-dire le problème, comment photographier quelque chose, ou entendre, si vous voulez, quelque chose qui est immatériel. Quand on parle avec des cordes vocales. Oui, théoriquement, un esprit qui est immatériel n'a pas de cordes vocales, donc il parle par quel biais? Alors, ça sort d'où? voilà ça la vient question. Et comment est-ce qu'on peut l'enregistrer? Vous comprenez? C'est ça le problème. Ça, c'est un problème théorique. Oui. Bon, moi, il m'intéresse que très peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pratique, si vous voulez. Alors, comment expliquez-vous que les voix humaines ont une fréquence en hertz qui ne va pas plus loin que 100, Est-ce que vous avez 130 fait l'expérience dans une cage de Faraday? Alors, non, on n'a pas fait nous. Ah ben voilà, il faut le faire dans une cage de Faraday qui empêche les ondes radio d'arriver. Elle a été faite. Mais pas chez nous. Pas Il faut le faire à l'université de Nice, vous venez, on le fera. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est qu'une cage de Faraday. C'est une cage qui a été construite par quelqu'un qui s'appelle Faraday et qui empêche les ondes radio d'arriver jusqu'à la cassette, jusqu'au magnétophone. Donc ce qu'il faut prendre quand on fait ce type d'expérience, il faut bien que les gens soient au courant, parce qu'effectivement, faites-le, c'est amusant. On prend une cassette neuve, si possible. Absolument. Voilà, alors pas n'importe comment. On prend, si possible, un magnétophone qui fonctionne et encore une fois, si possible, une cage de Faraday, on n'en a pas forcément sous la main. Dans une université, ça se trouve. À l'université de Nice, où il y a un laboratoire de zététique, le seul laboratoire en France où on étudie scientifiquement les phénomènes dits paranormaux. Bon, et ben voilà, puis on y va, et puis on fait l'expérience. Est-ce que ça marche ou pas? Alors, si vous voulez, mais sans problème. Moi, j'y vais tout de suite. Mais quand vous voulez, nous, on a fait des centaines d'expériences, ça n'a jamais marché. Mais ça a été fait. Voilà le problème, si vous voulez. D'où mon scepticisme. Non, mais je comprends très bien votre critique. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les voix humaines ont des fréquences qui vont, pour les hommes, à peu près jusqu'à 130 Hz, et pour les femmes, 200 Hz, même 600 ou 1000 pour certaines chanteuses qui pratiquent le contrefa, on est arrivé à 1400 Hz. Mais ces voix enregistrées, on est obligé de dire qu'elles viennent, ces voix. Elles existent sur ces cassettes-là. Ce ne sont pas des gens qui sont amusés à parler. Alors ces voix-là ont des fréquences. Dans une cage de Faraday. Mais attendez, expliquez. Ces voix-là ont des fréquences beaucoup plus élevées. Même des voix très graves ont des fréquences qui font de 1500, 1600 Hz. Est-ce que vous comprenez que comment ne pas rester l'expliquez-vous dans le subjectif? Mais bien sûr. Mais c'est sûr que la science. Non mais attendez, comment est-ce qu'on peut communiquer avec les... Ça a été fait. Comment est-ce qu'on peut communiquer quand on n'a pas de corde vocale? Oui, ça c'est un problème théorique, si vous voulez. C'est tout. Et la transcommunication pose beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résout. C'est vibratoire, qu'est-ce qui vibre? On ne sait pas. On ne sait pas. Et je veux bien, malheureusement. Non, mais les vibrations. Ça part d'où? Mais toutes les vibrations. Non mais d'accord, mais Dans c'est l'univers. matériel une vibration, ça se mesure. Oui, et alors pourquoi? Alors si c'est immatériel, qu'est-ce qui se mesure? Mais pourquoi ça serait immatériel dans ce sens-là? Pourquoi il n'y aurait pas des Je sais pas si vibrations vous- encore? Je sais pas, si c'est un esprit, c'est immatériel théoriquement. Mais Donc c'est un esprit matériel pour vous. Non, pas Là, mal. là, on va dans Qu'est-ce des... que la matière, Mais la oui, matière, il quels faut- sont les différents niveaux vibratoires de la matière? Vous avez perdu une grand-mère, vous? Est-ce que vous avez Mais perdu ma vie une privée, grand-mère? ma vie privée ne vous regarde pas, Attendez. madame. C'est drôle parce que je la sens. Anne, pourquoi vous posez cette question? Vous êtes devenue médium? Parce que je sens quelqu'un à côté de lui. C'est tout. C'est tout. Mais c'est Il pas va très arriver, grave. mais Il c'est va pas ma arriver, grand-mère. oui, mais je pense que c'est pas sa grand-mère. Qu'est-ce que vous ressentez là comme présence donc? Je ressens des présences de gens maintenant, oui. Mais bon, je n'ai aucune preuve scientifique et je ne pense pas que... Vous avez toujours votre grand-mère? Mais ça ne vous regarde pas.
Bon. Alors, on arrête là. Moi, je veux bien Ça qu'on ne fasse, nous regarde moi, je veux pas. bien qu'on fasse une expérience, si vous voulez, mais à mon âge, bon. Ça ne nous regarde pas, vous avez raison. Il est possible que je n'ai plus mes grands-parents, par exemple. Bien sûr, c'est possible, tout est qu'on ne sache possible. pas si votre grand-mère est morte, vous avez raison. Ben oui. Et Alors- pourtant, elle l'est. Vous dites quand même, voilà, la vérité c'est ça, moi je sais que... Non, on dit Madame pas a la dit, moi je vérité. sais J'ai que jamais c'est dit mon ça. fils. Je parle Ça de mon n'engage choix, que nous, d'ailleurs, c'est ce que mon nous choix. Oui, d'accord, mais Donc, vous nous énoncez un quand même jour, des vérités bah, fondamentales qui nous sur paraissent, l'absolu. qui est notre vie de tous les jours. Oui, Maintenant, mais, chacun mais a vous le allez droit de très loin. choisir. Si vous, voilà. Donc, Je vais très loin parce que Mais oui, mais c'est un je peu trop vis loin. très loin. Eh Voilà. ben non, je Ah, crois si. qu'une fois qu'on est, Si, qu'on est parce que- vraiment oui. convaincu, vous savez, c'est tellement extraordinaire ce qui se passe de l'autre côté que c'est un choix de vie à un moment donné. ce Moi n'est pas aussi, le je me- doute qui rend fou, c'est la certitude. Attendez, disait attendez, Nietzsche. attendez. Moi, j'ai douté. Puis un jour, je me suis dit, bon, j'ai Mais je trop parle de du doute preuves. méthodique, si vous voulez. Oui, Le mais doute attendez, méthodique moi qui j'ai est de partir douté. à zéro, hein. voilà. Ah, mais je suis partie à zéro aussi. Je n'essaie de convaincre personne. On m'a demandé, on Un me peu dit. quand même, vous est-ce- écrivez des non, livres. Est-ce que non, je témoigne. Je témoigne. On m'a demandé de témoigner. Ce n'est pas facile. Qui vous a demandé de Pas facile témoigner dans mon eux, Qui, eux? Eh oui. les esprits avec lesquels je suis en contact. Avec je sais. l'éditeur. Oserais-je vous demander si vous leur donnez ça des ne me droits rapporte d'auteur aucun argent. Ça me coûte de l'argent et du temps parce que je travaille dans un milieu où je travaille 10 à 11 heures par jour. Le soir, en plus, je travaille. C'est un témoignage qui me coûte, qui m'a coûté beaucoup. Je suis Arrêtez. quelqu'un... Non, qui me coûte. Non, mais je crois que quand on sait, vous savez... Vous êtes escroqué par l'au-delà, vous. Alors ça, vous avez peut-être bien raison, vous. Hein, en tout cas, je travaille beaucoup pour eux. Nous allons à présent recevoir une femme qui a également pratiqué la transcommunication, mais qui dit aujourd'hui avoir très peur de cette pratique. Je vous propose d'accueillir chaleureusement Guylaine. Bonjour Guylaine. Vous avez 48 ans, vous avez 2 enfants. Oui, Vous êtes artiste peintre. tout à fait. Que pensez-vous de la relation que Christiane et Jacques entretiennent avec leur fils? Je pense que c'est quelque chose de très beau, qui leur apporte beaucoup certainement, parce que moi, j'ai moi-même pratiqué pendant longtemps la transcommunication. J'ai arrêté parce qu'en fait, j'ai eu très peur à un moment donné. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, j'ai eu énormément de manifestations à la maison de l'être que j'avais perdu, en fait, parce que j'ai commencé à transcommuniquer, en fait, avec une personne qui est décédée, que j'aimais beaucoup, c'était mon ami, il s'est suicidé, et à partir de là, j'ai voulu savoir ce qui se passait, et j'ai cherché, et j'ai, comme par hasard, entre guillemets, comme on dit, trouvé un livre qui parlait de transcommunication. J'ai donc contacté une association bénévole qui s'occupe de cela, et à la suite de ça, cette association m'a envoyé une cassette de messages de mon ami où il y avait vraiment des petits mots très précis que je ne pouvais, enfin, qui me concernaient vraiment très personnellement et que personne ne pouvait savoir. Eux-mêmes ne pouvaient pas le savoir. Qu'est-ce que c'était par exemple? Des petits mots intimes, très précis, des surnoms, des choses comme ça. Et en fait, à partir de là, parce que j'ai beaucoup cherché, si vous voulez, j'étais tellement peinée que j'ai beaucoup cherché, j'ai voulu savoir pourquoi il avait fait ça, parce qu'un suicide, c'est quand même pas banal. Et sur cette cassette, il y avait un mot très précis, il me disait « c'était l'enfer sur Terre ». Et vraiment, ça m'a beaucoup choquée. Et à partir de là, j'ai essayé moi-même de communiquer. J'ai eu quelquefois des messages, mais très très peu. J'avais vraiment beaucoup de mal. Par contre, j'ai eu des manifestations extrêmement importantes à la maison. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, un livre qui était posé le long du lit, par terre, comme ça, une encyclopédie qui était à peu près épaisse comme ça, qui d'un seul coup, un soir, s'est retournée et qui est tombée, en fait, à même comme ça, la moquette. Elle ne pouvait pas se retourner, c'était impossible. En fait, elle aurait pu glisser éventuellement, mais pas se retourner, comme si une main l'avait carrément retournée. Un soir aussi, j'étais dans la salle de bain et je pensais très très fort à lui et j'ai senti une main sur mon épaule et j'étais devant mon miroir, en fait, en train de me démaquiller et j'ai vu son visage en superposition sur le mien à l'espace de 10 secondes et j'ai senti une main sur mon épaule. Et ça vous a fait peur? Au départ, ça ne m'a pas fait peur, parce qu'en fait, c'est moi qui demandais à
à essayer de communiquer avec lui. Mais après, ça fait maintenant 6 ans qu'il est décédé, j'ai arrêté parce que ça devenait extrêmement prenant. C'est-à-dire que c'était tout le temps présent à la maison. Il y avait des manifestations sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et je me disais, quelque part, lui doit être très malheureux parce qu'en fait, moi, je le retiens en l'appelant. Donc, il faut que je le laisse partir un petit peu plus haut où il a besoin d'aller. Et il faut que moi, j'arrête avec ça parce que c'est plus possible. Guylaine, comment ça s'est terminé, votre expérience? Ça s'est terminé qu'en fait, j'avais ma maison à vendre depuis 2 ans et je n'arrivais pas à la vendre. Et j'ai fait appel à un géobiologue sans savoir du tout ce qu'il était autrement que ça. Et en fait, quand il est arrivé à la maison, il m'a dit il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, je sens une présence. Il avait du mal à me dire ça parce qu'il ne savait pas du tout si je croyais à ça ou pas. Et je lui ai dit, en effet, j'ai perdu quelqu'un il y a 6 ans et j'ai l'impression que cette personne est encore là. Et il m'a dit oui. Et il a pratiqué une séance, entre guillemets, d'exorcisme, parce que, bon, je ne sais pas si c'est vraiment ça, je pense qu'il n'y a qu'un prêtre qui peut pratiquer ça, mais il a pratiqué une séance un petit peu spirituelle, et 15 jours après, la maison se vendait. Alors qu'elle était en vente depuis 2 ans, je ne pouvais pas la vendre. Et là, Vous pensez que l'esprit de votre ami a quitté la maison? Je pense, oui. Je voudrais poser une question à ceux qui communiquent avec l'au-delà. Je voudrais d'abord vous demander si vous êtes chrétien. Bon, si oui, j'ai une question à vous poser. Vous êtes chrétien? Oui. Ah, ok. Moi, particulièrement, je suis chrétienne et je sais qu'il existe, après la vie, il existe le purgatoire, l'enfer et le paradis. Oui, moi qui suis chrétienne, c'est ce que je sais. Et bon, je voudrais vous demander, vos proches, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils vous décrivent leur au-delà? Est-ce qu'ils sont seuls? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont heureux? Alors, c'est plein de réponses. Hein. D'abord, les 3 mots que vous avez prononcés, purgatoire, enfer et paradis, ce sont des choses qu'on nous a appris dans le catéchisme si on est chrétien et que d'autres religions connaissent très bien. Mais ça existe? Pas sous cette forme-là. Le paradis, c'est pas tout blanc, l'enfer avec plein de flammes? Non. Je sais pas, dites-nous, puisque vous savez. Ce qu'on appellera purgatoire. Ça. Oh, pardonnez-moi, très cher. Très catéchistique. Hein. Ce qu'on appellera purgatoire, c'est cet endroit où les âmes sont seules. Quand ils disent on est dans un endroit de grise solitude, en effet, c'est parce qu'à un moment donné, ou bien ils ne savent pas qu'ils doivent monter, parce qu'ils ne connaissent pas la lumière, ils ne connaissent pas ce qui se passe de l'autre côté. Ils vont donc rester seuls, perdus, ils ont froid et ils ont peur. Voilà ce qu'ils nous disent. Quand d'autres sont montés, ils montent dans des sphères. Quand je parle des sphères, je ne parle pas de casseroles sur lesquelles ils s'installent. Hein. Je parle de sphères vibratoires dans lesquelles où il y a de l'instruction, où ils travaillent. Et ça, c'est ce qu'on appellera pas forcément le paradis. Le paradis étant la vibration d'amour maximum qu'on puisse obtenir. Vous êtes agréé par le Vatican pour dire ça? Non, parce que moi, j'écoute aussi les gens qui sont musulmans, qui sont juifs, qui sont animistes. J'écoute les Égyptiens, j'écoute les Grecs. Et je me rends compte... je me rends compte surtout d'un dénominateur commun dans le monde entier au cours des millénaires. Notre prochain invité a fait partie, lui, pendant 11 ans, d'un cercle de spiritisme dans lequel il s'est rendu compte qu'il y avait de nombreuses arnaques. Je vous propose tout de suite de l'accueillir, de l'applaudir chaleureusement. Je vous propose d'accueillir Antoine. Je ne sais pas si je peux me mettre assis là, parce qu'il y a peut-être la grand-mère de... À la place de la grand-mère? Voilà. On peut s'asseoir sur ses genoux. Bon, d'accord. Une réaction à ce qui a été dit, Antoine? Mais écoutez, moi, en ce qui me concerne, j'ai fait partie pendant quasiment 12 ans d'un cercle de spiritisme. Au départ, effectivement, c'est attrayant, surtout quand on a perdu un être cher. C'était votre cas? Oui, j'avais perdu mon père. Je suis rentré donc en 1984, septembre 84, peu de temps après la mort de mon père, dans l'espoir, effectivement, de rentrer en communication avec lui. Et au bout du compte, vous vous êtes aperçu qu'il y avait donc beaucoup d'abus? Au fur et à mesure. Lorsqu'on rentre dedans, c'est un petit peu la naïveté, la découverte. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que les médiums sont médiums comme moi je suis curé. Hein, en gros. Et vous y croyez toujours aujourd'hui? Du tout. Alors vous allez nous raconter ça dans quelques instants, mais comme d'habitude, vous le savez, tout d'abord nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix.
Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vos tics empoisonnent votre vie ou si vous vivez bien avec, si après avoir été une dominatrice, vous êtes aujourd'hui une femme soumise ou si vous aimez les femmes dominatrices, enfin si vous êtes d'une jalousie maladive ou si vous avez été extrêmement jaloux et que vous le regrettez aujourd'hui, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Antoine, pendant 11 ans, il a fait partie d'un cercle de spiritisme. Antoine, comment ça se passe dans ces cercles? Vous faisiez... C'était une fois par semaine. Il y avait des réunions, etc. On était conviés à participer à des séances. Donc bon, il y avait un tri, hein, c'était pas comme ça à la demande. Et puis à un moment donné, j'ai reçu un message comme quoi j'avais une potentialité médiumnique en écriture automatique. Ah, vous êtes devenu médium? Oui. Vous avez eu une promotion? Voilà. Oui. Et donc, c'est vrai que vous étiez médium? Non. D'ailleurs, je vais vous l'expliquer. Oui. Parce que c'est les médiums, en fin de compte, qui m'ont dit que j'avais cette potentialité. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce cercle? Vous êtes donc tout nouveau dans la médiumnité, donc vous allez en séance dite expérimentale. Donc vous êtes un petit peu en apprentissage. Les 12 premières séances où je suis allé, on m'a demandé simplement de prendre un stylo, de le poser sur une feuille blanche, de me concentrer, rien. Donc moi je me suis dit, il y a un truc. Et ce que je vais faire, eh bien je vais simuler. Et alors? Alors j'ai concocté un petit poème. Et puis je me suis dit, tiens, allez, hop, je vais signer Georges Brassens et on verra bien ce que ça donne. Effectivement, là, donc je suis arrivé en séance expérimentale, comme à la normale, et puis je me suis concentré vraiment bien, hein, attention. Et puis j'ai commencé à faire une simulation de transe, et puis hop, j'ai écrit, signé Georges Brassens, et tout le monde, oh, ça y est, ça marche. Bon. Mais seulement, il y avait toujours le président de ce cercle qui était là, qui chapeautait tout cela. Et il fallait quand même qu'il fasse un rapport au médium en chef pour avoir confirmation que c'était bien un esprit. Georges Brassens qui... Eh bien oui, c'était Georges Brassens. Ah! Vous en avez donc conclu que, outre vos talents de simulateur et de poète aussi, hein, parce que pour écrire un poème de Georges Brassens qui fait illusion, oh, bon, il devait être un petit peu élaboré quand même. Oui. Vous avez donc des talents de médium menteur, en fait, c'est ça? Médium menteur, non. Moi, ce que je recherche, c'est la vérité. Mais les gens étaient persuadés que vous étiez un bon médium? Oui. Ils vous ont vraiment... Sûr. Et après, vous avez continué? Après, je me suis dit, une seule preuve, ça ne sera peut-être pas suffisant. Je vais quand même essayer un peu plus loin pour voir aussi, et voir l'attitude aussi des dirigeants. Et alors? Parce que là, je me suis dit, s'il y a fraude, automatiquement, il y a secte. Bon. Donc, effectivement, j'ai simulé plusieurs fois. Vous avez simulé quoi? Différents messages. Hein. Verlet, Rimbaud? Oh, pas forcément dans le poétique. Hein. Ah, oui. Ah non, diverses. La grand-mère... Oh. Non. Pas la mienne, quand même. Alors, attendez, par exemple, mais là, c'est là qu'on se rend compte que c'est facile, parce que, comme tout le monde, on a tendance à parler avant les séances. Puis tiens, voilà, moi j'ai perdu un tel, et puis voilà, c'est ce qui se passe. Et puis on traduit un message comme ça, et ça se passe comme ça. Vous avez demandé pardon à Georges Brassens, j'espère. Non, la preuve, parce qu'il m'a félicité de lui avoir permis de passer au travers moi. Vous n'avez pas honte d'avoir trompé les gens quand même dans ce cercle? Oui, quand même. Attendez, moi j'ai fait intentionnellement, pour prouver que c'était faux. Mais à un moment donné... Et vous avez porté plainte? Non. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que je vous ai parlé d'une longueur de 11 années. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré ma femme qui faisait partie du cercle.
Oh, bah alors vous leur devez un grand merci. Oui, je lui dois. Oui, Vous voyez? oui, certainement. Mais par amour, à un moment donné, j'ai été pris entre le marteau et l'enclume. Et là, je ne pouvais plus dire, bah, c'est faux. Et vous êtes toujours avec votre femme aujourd'hui? Non. Et voilà. Alors, vous êtes- Non, ça a cassé parce que ça a été beaucoup plus loin quand même. Hein. C'est-à-dire? À la naissance de mon fils, ma femme a contracté une tumeur. Et donc elle s'est fait opérer. Elle a refusé la chimiothérapie parce qu'un message des esprits disait que la chimiothérapie était à proscrire. Et donc votre femme a refusé la chimiothérapie? Elle a refusé la Et chimiothérapie. qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, heureusement, c'était une tumeur locale sans métastase. Et là, à l'heure actuelle, s'il y avait eu problème, elle serait à 2 mètres sous terre. Il n'en est pas question. une secte, ça, non? Oui, c'est là le problème en fait de ces faux médiums, parce qu'il y en a une quantité quand même importante sur le marché qui, en fin de compte, disent et racontent n'importe quoi. Et ce qui fait qu'en fait, quand il y a des réalités autres que ça, ben, personne n'y croit plus. Alors, quelle est la différence entre un bon médium et un mauvais médium? Eh bien, Voilà. ça, Qu'est-ce qui permet de le distinguer? Le contenu des problème messages est là, et vous le comprenez. fait qu'ils ne demandent pas d'argent. Il faut aussi se dire une chose, mais ça c'est très dangereux ce qu'il raconte là, je le comprends bien. Il faut se dire une chose, et moi je l'ai vu faire par d'autres. À partir du moment où vous prenez des messages, quand moi je prends un message, moi je connais la personne, je connais que son nom et ça me rend service parce que c'est encore plus précis. Et je n'arrive pas à prendre de messages pour mes enfants, par exemple, parce qu'à ce moment-là, je suis trop proche, effectivement. Mais je veux dire qu'à partir du moment où un médium est obligé d'en faire son métier, parce qu'après, les gens n'arrêtent pas de vous téléphoner, de vous demander, etc. Moi, je comprends. J'ai la chance de pouvoir travailler ailleurs et de ne jamais demander un franc. Mais je connais des gens qui prennent réellement des messages et ces gens-là n'arrivent pas à avoir l'énergie de faire les deux. Je suis désolée, comment fait-on alors ? Alors, Anne, Christiane et Jacques, qu'est-ce que vous dites aux gens, justement, qui ne croient pas qu'on puisse communiquer avec l'au-delà? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je vais leur dire qu'on ne peut vraiment convaincre personne, que c'est une expérience profondément personnelle. Je veux dire que si je vous donne une preuve qui sera une preuve pour moi, comme l'histoire de la bague, bon, vous dites « Ah oui, c'est intéressant », mais on s'en fiche royalement parce que ce n'est pas vous que c'est arrivé. Donc, moi, je dirais simplement, soyez ouverts et méfiants. Voilà. Et vous, Christiane? Et moi, je dirais transcommunication ou pas, contact avec l'au-delà ou pas. Je pense que je reprendrai la phrase du livre de Saint-Exupéry, encore un livre. On ne voit bien qu'avec le cœur, et dans notre cas, on n'entend bien qu'avec le cœur. Eh bien, merci en tout cas de vos témoignages étonnants. Merci à vous de vos questions et de vos réactions. Et puis, bien sûr, à vous, comme chaque jour, de nous avoir suivis de plus en plus nombreux. À très, très bientôt. Lundi, nous recevrons Mylène et Fabienne. Elles sont toutes les deux mariées. Elles entretiennent chacune une relation suivie avec un amant. Leurs maris sont au courant, ils acceptent et connaissent même leurs rivaux. Mylène et Fabienne aiment 2 hommes à la fois et c'est leur choix. À lundi, 13h50.